Avant de commencer l'émission d'aujourd'hui, je voudrais prendre un moment particulier pour exprimer toutes mes pensées à l'endroit de ces personnes victimes d'abus, mais aussi de violences sous toutes les formes qu'elles aient pu se manifester. À ces personnes qui ont souffert et qui continuent par souffrir, qui portent des séquelles tant visibles que psychologiques des effets de leur abus, nous leur apportons notre soutien. Je voudrais par la même occasion nous inviter individuellement, mais aussi en tant que société, à trouver en nous l'énergie nécessaire pour pouvoir, à chaque fois que nous nous trouvons face à une situation de violence, à une situation d'abus, l'arrêter, mais aussi et surtout la dénoncer. Si vous venez d'arriver, eh bien, vous êtes bel et bien dans Sosten Talk Show. Bienvenue à vous et surtout, n'oubliez pas de souscrire à cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un phénomène qui devient de plus en plus très récurrent dans nos pays, j'ai nommé le lynchage public. Qu'il nous souvienne que l'année passée, un officier supérieur de l'armée ghanéenne en Afrique de l'Ouest a été lynché par la population qui plus tard dira l'avoir confondu à un malfrat. Ces phénomènes deviennent faits courants, répétitifs dans nos pays. Pas plus tard que cette semaine, au Togo, pays voisin du Ghana, certains individus ont eu la vie sauve grâce à l'intervention rapide des forces de l'ordre qui ont réussi à les extirper de la main de la population qui se donnait à corps joie à la vindicte populaire. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux deux grands éléments sur lesquels il nous faudra travailler en tant que société si nous voulons arrêter ces phénomènes de lynchage et surtout faire en sorte que ces phénomènes ne se répètent plus. Le premier de ces éléments est ce que j'appelle de façon générale l'élément civil. Autrement dit, la responsabilité civile que nous, en tant qu'individus, en tant que société, nous portons par rapport à ces événements qui arrivent. Lorsque vous assistez ou bien vous regardez ou visualisez ces lynchages sur les réseaux sociaux ou bien sur les écrans de télévision, vous vous rendez compte que le premier élément de justification que les personnes qui se livrent justement à de tels phénomènes avancent est généralement la raison de l'identité. C'est ainsi que vous allez entendre des gens dire « si vous n'avez jamais été victime de viol, si vous n'avez jamais été victime de vol, vous ne pouvez jamais comprendre le sentiment que nous avons actuellement ». Autrement dit, ces personnes s'identifient au travers d'une expérience vécue ou simplement au travers d'une expérience vécue par des connaissances, par des amis et quelque part essaient d'extérioriser ces sentiments à travers l'acte qu'elles sont en train de poser dans le présent. Seulement, et c'est là où le bas blesse, ces personnes qui, de par le passé, ont été sûrement ou peut-être victimes d'une situation infortuite, ne se posent pas la question dans le présent de savoir si elles-mêmes ne sont pas en train justement de faire une autre victime innocente en lynchant peut-être quelqu'un qui n'est pas responsable de ce dont il est accusé. Et là intervient justement la seconde raison qui est la raison de la foule. Les gens vous diront qu'une fois que la foule est lancée, elle est incontrôlable. Mais c'est à ce moment que je pose généralement la question de savoir c'est qui la foule. Si ce n'est nous, si ce ne sont nos amis, si ce ne sont nos cousins, si ce ne sont nos connaissances, si ce ne sont nos frères et sœurs d'église, de couvent ou de mosquée. Et donc la question que nous devons nous poser lorsque nous nous disons toutes les fois que la foule est incontrôlable, c'est de savoir quelle est la relation que j'ai avec ceux qui sont autour de moi. Quelles sont les discussions que nous avons? Lorsque des questions de violence, lorsque les questions de lynchage surgissent, quel genre de discussion avions-nous? Lorsque vous prenez un taxi moto, lorsque vous êtes au bureau avec vos collègues, lorsque vous êtes au marché, lorsque vous êtes au sport, lorsque vous êtes tout simplement dans la vie de tous les jours et que des gens parlent justement de leurs expériences de brutalité, de violence ou tout simplement de lynchage, quelle est la réaction que nous avons? Est-ce que nous encourageons les gens justement à aller au lynchage ou bien est-ce que nous trouvons des éléments nécessaires pour pouvoir
décourager les gens justement à pouvoir vouloir se faire eux-mêmes justice. Notre interaction avec notre entourage, à notre niveau, élargi au niveau de la société, entraîne justement les réactions que nous voyons au niveau de la foule. La foule, elle n'est pas différente de vous, elle n'est pas différente de moi. La foule, elle n'est simplement que l'image justement de l'interaction que nous avons les uns avec les autres. Et donc, si la réaction de la foule, c'est justement d'aller au lynchage, cela suppose qu'en tant qu'individu qui formons la société, nous sommes quelque part enclins au lynchage. Dès lors que nous allons commencer par éduquer nos enfants à voir le lynchage comme quelque chose qui ne doit pas être, dès lors que nous allons commencer par discuter les uns avec les autres dans la société, à voir le lynchage comme étant quelque chose qui ne devrait pas être, la foule ne sera plus enclin au lynchage. L'autre élément qui s'observe lorsque l'on lit les commentaires ou bien écoute les différents commentaires des personnes qui se trouvent sur les scènes de lynchage, c'est justement le caractère exutoire de ces lynchages. Vous vous rendrez compte que la plupart des personnes utilisent ces événements comme un exutoire de leur frustration politique, administrative, économique. Et donc, on ne prend plus la peine de se poser la question de savoir si cette personne qui est victime du lynchage est réellement responsable des actes qu'on lui pose. Nous sommes dans des sociétés dans lesquelles, en tant qu'humains, nous pouvons facilement accuser quelqu'un dont la tête ne nous plaît pas. Nous pouvons facilement indexer quelqu'un à qui on veut nuire. Nous pouvons facilement pointer du doigt quelqu'un tout simplement juste pour le plaisir de voir cette personne souffrir. L'une des questions que je ne cesse de me poser presque tout le temps lorsque je visualise ces phénomènes d'atrocité, de lynchage, est de savoir s'il est utile de faire passer de vie à mort un seul individu innocent, tout simplement parce qu'on veut rendre justice à une multitude de victimes. La perte de la vie d'une personne innocente est-elle ou bien vaut-elle justement la justice rendue à 1000 victimes? C'est une question à laquelle nous devons réfléchir, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Le second élément sur lequel je voudrais attirer notre attention, c'est l'élément administratif. Et à ce niveau, deux responsabilités sont trouvées. La première responsabilité, c'est la responsabilité morale. Et par là, je voudrais indexer ceux-là qui, dans la société, sont chargés justement de jouer ce rôle de responsable moral, à savoir la plupart du temps nos autorités religieuses. Et donc la question que je me pose et que je pose à ces autorités est de savoir que faisons-nous de nos lieux de culte? Que faisons-nous dans nos lieux de culte, dans nos églises, dans nos mosquées? Quels sont les messages que nous transmettons à nos fidèles? Hier, pour ces autorités religieuses, dans beaucoup d'églises, beaucoup de mosquées, c'était des vieilles femmes, des vieilles dames qui étaient accusées de sorcellerie et qui étaient vouées à toute l'hégémonie. Aujourd'hui, vous allez dans ces lieux de culte, on vous raconte des histoires de sorcellerie où des gens vont chercher du sang humain, sont en train de tuer des enfants, sont en train de capturer des femmes, sont en train de capturer des hommes dans l'obscurité pour leur prélever du sang pour aller faire de l'argent, créant ainsi une psychose généralisée dans la population qui fait que la moindre étincelle, fait jaillir le feu. Et donc, la responsabilité morale de ces autorités religieuses est appelée. Quels sont les messages et les informations que vous transmettez à vos fidèles dans vos mosquées, dans vos églises? L'autre chose qui est intimement liée à cette responsabilité morale et qui envoie justement à la seconde responsabilité, qui est la responsabilité administrative sur laquelle je reviendrai, c'est justement ce que nous faisons voir à nos populations sur nos écrans.
Je m'en vais par là nommer les films nigériens. La plupart de ces films, lorsque vous les visualisez, ne font que vanter des histoires à dormir debout qui racontent on ne sait quoi, ne font que quelque part infantiliser encore plus l'esprit de nous, les Africains. Dans ces films, vous voyez des personnes que l'on peint comme étant le diable en personne, qui vont prendre des enfants, prendre des femmes, prendre des jeunes filles, les sacrifier, les tuer, prélever de leurs membres, prendre de leur sang, ainsi de suite, pour aller faire des rituels, pour devenir riches, pour devenir puissants, ainsi de suite. Et donc la question que je me pose généralement en visualisant ces films que je n'aime pas visualiser, c'est de savoir quel est le but ultime de ces films et que font nos autorités administratives par rapport à ces films. Qui est-ce qui écrit ces scénarios? Qui contrôle ces scénarios? Et quels sont justement les critères qui font que ces films à scénario obscur, à scénario lugubre, sont laissés à la vue de la population? Et donc, la responsabilité administrative de l'autorité, elle va au-delà simplement du contrôle de la cinématographie pour aller au niveau de la protection civile. Le rôle de protection, qui est un rôle régalien de l'État, ne se limite pas simplement à la protection des autorités administratives et politiques, mais elle est essentiellement protection des individus et de la société. Tant que les autorités administratives ne décideront pas à sévir et donner des exemples, les lynchages ne vont pas cesser. Aujourd'hui, vous allez sur les réseaux sociaux, c'est très facile d'identifier la plupart de ces personnes qui se trouvent sur les scènes et sur les lieux de lynchage. Il suffit de chercher 2, 3, 4 de ces personnes, de sévir en appliquant la loi dans toute sa rigueur, 1 fois, 2 fois, 3 fois, que individuellement, les gens vont commencer par réfléchir, que individuellement, des gens vont commencer par se freiner lorsqu'ils se trouvent devant de telles situations. Si nos autorités morales ne veulent pas faire leur rôle, il incombe à l'autorité administrative de jouer le rôle qui est le sien. Combien d'individus ont péri justement dans ces lynchages n'ayant rien à voir avec les faits qui leur sont reprochés? Combien d'individus, d'hommes, de pères de famille, d'enfants, de femmes, de parfaits inconnus ont subi ce sort qu'est le lynchage public? Combien d'innocents sont aujourd'hui sous terre pour simplement avoir eu la malchance d'être au mauvais moment, au mauvais endroit? Nous devons réfléchir en tant qu'individus, mais surtout en tant que société sur ces phénomènes. Nous devons trouver les canaux et les voies pour pouvoir arrêter ces phénomènes. Vous pouvez être victime de lynchage. Vous pouvez vous retrouver au mauvais moment, au mauvais endroit. La question que je vous pose à ce moment précis est de savoir qu'est-ce que vous faites pour que ce jour où vous vous retrouverez au mauvais moment, au mauvais endroit, que la foule ne se comporte pas vis-à-vis de vous comme elle se comporte vis-à-vis de ces gens qui sont déjà enterrés. Autorité administrative, autorité religieuse, simple individu, que fais-tu pour arrêter le lynchage? Nous devons réfléchir, revenir à nos valeurs africaines, nos valeurs de fraternité, de communauté, mais surtout de partage. Le crime et la violence sont à prescrire sous toutes leurs formes. Que ce soit les violences individuelles ou les violences collectives, que ce soit la violence d'un individu ou la violence du groupe, elle est à combattre.
Que fais-tu pour arrêter le lynchage? Quel message transmets-tu à tes fidèles dans ta mosquée, dans ton église, dans ton couvent, et qui les empêchera le jour où ils se retrouvent sur une scène de lynchage, de participer à ce lynchage, mais de trouver le courage et l'énergie nécessaires pour pouvoir arrêter ce lynchage? Quel enseignement donnes-tu à tes enfants, à tes étudiants, à tes élèves qui feront que lorsque ces derniers se retrouveront sur une scène de lynchage, ils seront aptes à pouvoir adopter le comportement qu'il faut pour arrêter le lynchage? La responsabilité, elle est à vous. La responsabilité, elle est à toi. Si demain, un individu meurt et périt dans le lynchage, la responsabilité, tu la portes. Rien n'est tout à fait blanc, rien n'est tout à fait noir. Offrons au monde le meilleur de nous-mêmes pour que nous puissions toujours marcher la tête haute. N'oubliez pas que nous avons une histoire, que nous avons une identité, mais que demain est à nous si nous travaillons sur aujourd'hui. Je suis Sostène Houmé, ravi d'avoir partagé ces quelques moments avec vous. J'espère que les uns et les autres ont pu tirer les éléments nécessaires pour pouvoir travailler sur nous en tant qu'individus, mais aussi sur nous en tant que société, pour que ce phénomène macabre, lugubre et très dangereux qui s'accentue dans nos sociétés puisse s'arrêter. Réfléchissons, agissons et disons non au lynchage public. Je suis Sostène Houmé. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Jusque-là, portez-vous bien. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé ce moment ensemble. Bye bye.